Merci beaucoup. Nous venons de le voir avec Jean-Louis Etienne. L'innovation permet vraiment de faire des avancées sur la préservation de l'océan. L'océan, ça s'observe in situ avec des systèmes comme le PolarPod, mais aussi depuis l'espace. Ce sont les innovations sur lesquelles ça se développe le plus aujourd'hui au sein du pôle mer Bretagne-Atlantique. Nous allons voir comment est-ce que il est toujours essentiel d'avoir cette interface entre la mer et le ciel pour une bonne observation, pour une bonne connaissance. Les satellites, nous les connaissons. Aujourd'hui, nous allons vers de nouvelles technologies avec des constellations de satellites qui permettront d'avoir plus de données, des données qu'il va falloir traiter en temps réel parfois, et ça va être les grands défis des années à venir. Donc vous pouvez nous poser des questions par SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre écran si vous avez des interrogations par rapport à ce qui va se passer par la suite au niveau du satellite, et ensuite évidemment des observations plus globales in situ avec les nouveaux capteurs, les nouveaux sondeurs, toutes les technologies qui sont offertes. Nous allons pouvoir les découvrir avec nos invités, mais aussi dans un premier temps avec ce petit reportage sur Blue Observer. Blue Observer est une société qui a été créée à Brest, une SAS à raison d'être, qui réunit plusieurs associés, réunis autour des valeurs de protection de l'océan et puis de responsabilité sociétale. Pour sa première mission, Blue Observer est parti de Brest le 14 novembre pour déployer 100 flotteurs pour l'Organisation mondiale de la météo, EuroArgo et la NOAA avec le Woodsole Institute. Parallèlement, avec notre biologiste, on fait des prélèvements de microbiologie pour des études sur les gènes de résistance aux antibiotiques et pour la première fois aussi la création d'une souche tech d'aérosols marins en collaboration avec la station biologique de Roscoff. Blue Observer déploie de l'instrumentation de mesure de l'océan. Des instruments qui vont prendre deux données qui sont la température et la salinité sur des mesures de la colonne d'eau entre 0, donc la surface, et 2000 mètres sous l'eau. Ces données vont être transmises tous les 12 jours par satellite à terre et vont rentrer dans les études climatiques. Au-delà de ça, toute cette donnée vient aussi enrichir vos modèles météo pour mieux affiner la météo à 7 jours. Merci. Nous venons de voir du coup ce premier petit reportage sur Blue Observer et j'ai accueilli entre-temps Antoine Thébault qui est directeur général de Cyproven. Bonjour. Ainsi qu'à côté de vous Patrick Vincent, directeur général délégué de l'Ifremer. Merci à tous les deux de nous rejoindre et de participer à ce sommet. Nous venons de voir du coup Blue Observer où on a bien compris la nécessité d'être à la fois sur place et de connecter avec l'espace. Vous de votre côté chez Cyproven, vous avez développé un drone qui à la différence de Blue Observer n'est pas habité. De votre côté, ce sont des drones autonomes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce drone qui s'appelle Sphyrna? Oui, bien sûr. Alors, le drone autonome, en effet, c'est des bâtiments qui sont non... On n'a personne à bord et qui vont être finalement en mer pendant plusieurs mois pour collecter de nombreuses données finalement pour justement mieux connaître et mieux observer les océans. Et c'est différent d'une balise Argo qui, elle, dérive. Vous, votre drone, vous pouvez le téléguider? Alors, c'est pas le terme qu'on va utiliser, mais en effet, faut imaginer que les océans, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des zones très très vastes, et pour bien les observer, on va avoir besoin de beaucoup d'outils différents. Donc nous, nos drones, finalement, s'inscrivent dans un panel d'outils d'observation qui sont des outils qu'on va retrouver dans la mer, mais par exemple aussi des outils du spatial, puisqu'il y a beaucoup de données d'observation des océans qui proviennent des satellites spatiaux. Et on s'inscrit dans toute cette logique-là, on vient compléter avec nos outils, finalement, d'observation, cette collecte de données. Et donc on va pouvoir, avec nos drones, collecter des données un peu différentes dans le sens où elles vont être des données long terme, puisqu'on va pouvoir rester très très longtemps en mer. Et souvent, en fait, on présente notre solution pour avoir l'idée comme un satellite de la mer, puisque le principe est exactement le même qu'un satellite spatial. On envoie nos navires avec beaucoup de capteurs à l'intérieur, collecter des données en mer pendant plusieurs mois. Merci. Observer sur plusieurs mois, c'est aussi ce que fait l'Ifremer en lien avec d'autres instituts scientifiques comme le CHOM. Et vous travaillez aussi sur les grands fonds et vous avez pu notamment découvrir, par exemple, un nouveau volcan à Mayotte. Alors, qu'est-ce que ça change pour la biodiversité, l'écosystème? Comment est-ce qu'on surveille ce type d'événements sous-marins que l'on découvre grâce aux capteurs et aux sondeurs? Alors, effectivement, pardon. Effectivement, on a l'habitude de travailler sur des systèmes d'observation sur le long terme. Et puis là, on a une expérience un peu originale parce que finalement, dans la vie d'un géophysicien,
rarement, on voit apparaître des volcans sous-marins. On découvre pas un volcan tous les jours. Donc là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, où effectivement, donc, voir apparaître au large de Mayotte ce volcan sous-marin, avec des campagnes en mer qui sont allées un petit peu observer ce qui se passait, et tout ça fait par l'Ifremer, mais par un certain nombre de partenaires. Finalement, on s'est dit, il va falloir malgré tout continuer à regarder et à observer ce qui se passe, parce que la sismicité continue à se déployer, parce qu'il y a des risques et des aléas sous-marins, et ces aléas sous-marins, ça peut être effectivement des pentes qui sont déstabilisées, des pentes sous-marines qui sont déstabilisées, et qui peuvent effectivement ensuite avoir des impacts sur les populations. Donc c'est important effectivement de se dire que l'impact sur la population, eh bien, on doit le prendre en compte pour essayer de définir ces nouveaux systèmes d'observation. Et là, on a effectivement, avec un certain nombre de partenaires, mis en place 2 dispositifs d'observatoires sous-marins, dont un observatoire câblé. Ça sera extrêmement original parce que finalement, il va réunir un petit peu quelques stations d'observation qui vont transmettre leurs données, par exemple de sismométrie, mais d'autres types de données, un petit peu en temps réel pour surveiller un petit peu ce qui se passe dans la zone. Et qui, à la différence de Sphirna, va rester au même endroit. Cet observatoire, on l'ancre à un endroit et il fait une série longue sur ce lieu. Cet observatoire, c'est effectivement un observatoire câblé, effectivement, qui va donc récupérer un certain nombre d'observations qui sont faites en plusieurs stations sur le fond de la mer. Alors, donc plutôt sédentaire sur cet observatoire avec quand même des données autour. Et de votre côté, chez Sphirna, vous avez le projet de développer, en plus de ce drone autonome, des constellations de drones. Donc plusieurs drones marins qui partiront en mission. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet ? Oui, alors c'est l'idée, c'est-à-dire que l'idée, pour pouvoir vraiment observer des zones, puisque encore une fois les océans sont assez vastes, il va falloir souvent créer des notions de maillage. Et ça veut dire qu'on va devoir utiliser finalement différents outils sur différents endroits. Et nous, notre idée, c'est vraiment de déployer cette notion de constellation. Encore une fois, c'est des termes vraiment issus du spatial, puisqu'on est dans cette logique-là. Et donc, l'idée, c'est de fonctionner par zone d'intérêt. On va déployer des flottes de 5, 6, 10 navires sur ces zones qui vont être en permanence sur la zone et donc collecter des variables longues. Et c'est ça qui intéresse beaucoup, en fait, notamment les scientifiques, pour pouvoir mieux comprendre, notamment les changements climatiques qui s'opèrent en ce moment. Il y a aussi des mesures sur l'halieutique, par exemple, ça fait partie de vos Alors, domaines. dans les mesures alors aujourd'hui, on collecte une 50aine de paramètres différents, donc c'est assez vaste. Les sujets sur lesquels on est mobilisé, ça va être le suivi de polluants, par exemple, en mer, donc les polluants microplastiques, les hydrocarbures, la radioactivité, des choses comme ça. On va aussi avoir des sujets sur, en effet, le monitoring des ressources halieutiques pour mieux gérer finalement ces stocks de poissons demain. Mais on a plein d'autres sujets sur lesquels on travaille pour pouvoir justement mieux comprendre tout ce qui se passe sous l'eau. Dans le cadre de tous les sujets au niveau de l'Ifremer, vous travaillez aussi sur évidemment le climat. C'est la grande thématique qui occupe le One Ocean Summit. Comment est-ce qu'on observe un peu cette océanographie opérationnelle, cette météo des océans? Enfin, quelles sont les avancées qu'on a sur ce plan et appliquées au changement climatique qui nous intéresse tous? alors effectivement, on a vu avec les quelques exemples qu'on a cités que on a besoin d'observations à la fois parfois à des points fixes, mais on a aussi d'observations qui vont être des observations mobiles. Et ces observations que l'on fait sur l'océan, y compris grâce à la flotte océanographique française, eh bien ces observations, il va falloir les compléter d'autres observations qui sont les observations spatiales qui permettent de voir la planète un petit peu dans son ensemble. Et finalement, on va avoir ces données un petit peu d'observation in situ, d'observation spatiale, et on va pratiquer un petit peu comme le fait déjà la météo depuis des dizaines d'années, en regardant un petit peu comment on peut, entre guillemets, mélanger ces observations avec ce que les physiciens, les biologistes savent modéliser. Et donc ça, c'est effectivement un peu tout ce rêve un peu de l'océanographie opérationnelle que l'Ifremer, avec d'autres partenaires, le CNRS, l'IRD et d'autres, ont mis en place en France depuis 1995, qui a donné naissance à quelque chose qui s'appelle Mercator Océan, et qui est maintenant un Mercator Océan international, donc qui s'est européanisé, et qui effectivement donc pratique cette océanographie opérationnelle. Et je vais vous prendre juste un exemple d'illustration. En 2019, on a, au large des plages de Hauts-de-France, observé le développement massif de mousse à la surface de la mer, les plages. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a effectivement pris les produits du grand programme Copernicus d'océanographie opérationnelle, auquel Mercator Océan participe, et on a regardé ces produits et on les a confrontés à des observations d'une bouée fixe. Et finalement, on a essayé de comprendre un peu l'origine de ces bouées, de ces mousses, qui étaient en fait des floraisons d'algues nuisibles. Voilà
le type d'application, et il y en a beaucoup d'autres. Oui, c'est sûr. Et aussi, là où on parle de surface, il y a aussi évidemment les grands fonds. Jean-Louis Etienne le disait en introduction, qu'on peut maintenant aller jusqu'à 6000 mètres. Une bouée Argo peut aller jusqu'à 6000 mètres. Je sais qu'à l'Ifremer, on cherche aussi à dépasser cette frontière-là de la profondeur. Jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut mesurer en profondeur, habité ou non habité d'ailleurs, au niveau de ces robots. Alors, quand on parle des grands fonds, et puis si on parle de bouée Argo, effectivement, on a aujourd'hui des développements qui sont réalisés pour faire en sorte de compléter le réseau international Argo qui existe, de flotteurs qui permettront de mesurer jusqu'à 6000 mètres de fond. Et puis, on a d'autres types d'observation, d'autres techniques d'observation. Ça peut être les ROV qui existent, qui sont ces véhicules automates. Et puis, ça peut être effectivement aujourd'hui le Nautile qui fait un certain nombre d'observations. Et puis, des engins autonomes qui sont des engins sous-marins de type de celui qui a été développé très dernièrement, qui s'appelle ULIX, qui effectivement réalise un certain nombre d'observations à 6 mètres de fond. Peut-être une dernière question pour tous les deux avant la question du public. Je me demandais pour vous deux, quelles sont vos attentes par rapport à ce One Ocean Summit? Peut-être on peut commencer avec vous, Antoine Thébault, sur quels sont les déblocages que vous attendez, que ce soit réglementaire, que ce soit sur l'échange avec les scientifiques. Qu'attendez-vous de ce sommet? On n'en est qu'à l'ouverture, mais en terminant vendredi soir, qu'espérez-vous? Pour moi, dans mon esprit, il y a deux sujets autour des océans. Il y a la notion d'observer et monitorer les océans pour mieux comprendre les changements qui s'y passent. Et puis, il y a la notion aussi de surveillance générale, parce qu'on a tout un tas d'activités finalement en mer aujourd'hui qui ne sont pas forcément bien contrôlées. Et on a aussi sur ces sujets-là, nous, justement, par rapport à nos solutions, capacité à apporter finalement une plus-value, puisque comme on peut rester longtemps en mer, on peut aussi surveiller un certain nombre de choses en mer avec nos navires. Et on a besoin aussi finalement de nouveaux outils comme ça pour pouvoir compléter les outils existants qui sont souvent un peu plus lourds et donc pour mieux surveiller ces zones-là. Donc c'est aussi les enjeux de ce One Ocean Summit, c'est de pouvoir voir comment on fait pour mieux réglementer, mais réglementer c'est intéressant, mais si on n'arrive pas à surveiller, finalement la réglementation peut être aussi limitée. Et oui, elle peut être respectée. Est-ce que vous avez un tout petit mot avant qu'on lance la suivante, parce que le temps tourne, on n'aura malheureusement pas le temps pour les questions du public, mais vous pourrez toujours recevoir des réponses par SMS. Vos questions trouveront une réponse. Un tout petit mot alors. Je reprendrai une phrase de Geneviève Pons, qui est la directrice générale de l'Institut européen de l'or, qui dit que finalement, pour protéger l'océan, il faut bien le connaître. Si on veut bien le protéger, il faut bien le connaître. Bien le connaître, ça veut dire l'observer. Et ça veut dire effectivement aller dans ce sens. Tout à l'heure, on a parlé de l'océanographie opérationnelle et puis de ce qu'on appellera le jumeau numérique de l'océan. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cet éclairage. Je vais retrouver nos futurs invités pour la table ronde consacrée à la transformation du transport maritime. Merci.